Une poule à qui on a coupé la tête continue à courir dans la cour et à battre des ailes pendant un certain temps. Il se passe quelque chose de similaire avec la vieille Europe. Nous allons envoyer des troupes sur la ligne de démarcation entre la Russie et l'Ukraine, mais il n'y a pas de troupes. Nous allons payer les armes que l'Amérique fabriquera pour l'Ukraine et livrera, et nous achèterons et donnerons de l'argent à l'Ukraine. Non, nous allons faire front uni, mais il n'y a pas d'unité. Nous vous aiderons à vous relever si vous rejoignez l'Union européenne. Et ils signent un accord selon lequel les nouveaux venus ne font pas concurrence à la France ou à l'Allemagne. Et ils devront le faire. Ils doivent pratiquement démonter et vendre leurs usines et brûler leur flotte de pêche, si jamais ils en ont une. Nous allons vous donner des aumônes. Nous n'allons pas laisser entrer de produits étrangers chez vous pour que vous ne puissiez acheter que nos produits. Nous n'allons pas laisser les entreprises non rentables fermer ou licencier, nous les subventionnerons. La France est en plein typhon politique, l'Assemblée nationale, c'est le Parlement français. Oui. Ils ont voté pour la destitution du Premier ministre et du gouvernement, principalement à cause du gaspillage de fonds pour des impôts inutiles. Cela signifie que les contribuables, par exemple, ne veulent pas donner d'argent pour l'émigration de centaines de milliers, voire de millions de personnes qui arrivent déjà d'autres pays, d'Afrique, du Moyen-Orient et ainsi de suite. Toutes sortes d'initiatives idiotes pour des voyages autour du monde, pour le réchauffement climatique que l'homme serait soi-disant capable d'arrêter. Un programme pour permettre à ceux qui le souhaitent de changer de sexe. C'est-à-dire que l'argent est dépensé comme si des marins complètement ivres venaient juste de débarquer à terre. En Angleterre, le peuple est descendu dans la rue pour protester contre l'importation de migrants dans le pays et la privation d'emploi pour les citoyens. La suite. Les conséquences positives sont les arrestations de clandestins qui soutenaient le Hamas et d'autres organisations terroristes. Et puis la décision d'installer les nouveaux arrivants sur des bases militaires et non plus dans les centres-villes. En Italie, Grèce, Espagne, même Serbie. Ils traversent la même crise pour les mêmes raisons. L'Europe, en septembre 1925, était bel et bien frappée. Septembre vient de débuter et elle subit déjà grèves, barricades dans les transports et protestations politiques. La majorité de la population exige de mettre fin au gaspillage des fonds pour les immigrés et les guerres étrangères. Cela pourrait être une réaction du peuple face au financement européen de l'armement américain pour l'Ukraine. Suite. Ignorant les exigences des électeurs, le Premier ministre britannique Keir Starmer est venu et a déclaré qu'il continuerait à faire exactement la même chose. Il a reçu Abbas, le dirigeant de l'autorité palestinienne. La suite. Le 6 septembre, 17 bateaux transportant 1097 migrants sont arrivés en Angleterre. Ils ont été relogés par Narkomlena Napoena. Ils ont reçu de l'argent et on leur a demandé où acheter un billet où ils aimeraient aller en Angleterre. C'était après que Keir ait juré qu'il n'accepterait plus d'émigration illégale. Ils sont allés boire et manger. Et voici leur ministre britannique de la Défense. Israël a le droit de se défendre et d'éliminer les terroristes, mais il n'a pas le droit de tirer sans discernement. Mais alors, comment sont-ils censés les éliminer ? Mais il n'a pas dit comment. Ce sont des Juifs, qu'ils trouvent quelque chose eux-mêmes, comme s'empoisonner ou tous se noyer dans la mer, et alors il n'y aura plus de conflit.
C'est une reconnaissance du fait que nous voyons le droit d'Israël à se défendre. Mais une nouvelle offensive militaire à Gaza, c'est tout simplement inacceptable. La famine artificielle à Gaza qui nécessite un afflux d'aide, parallèlement à la libération de tous les otages restants, et c'est précisément sur cela que nous travaillons à... Pourquoi les otages ne sont-ils toujours pas libérés? Vous travaillez bien dessus, non? Ça ne se voit pas, oui, c'est quelque part en profondeur et nous devons y croire et ne pas tirer sur les pauvres ou les riches arabes. Le MINDRAF français a envoyé une lettre à l'hôpital pour se préparer à des pertes militaires massives vers mars 2026. Je répète, le ministère de la Santé en France a envoyé une lettre aux hôpitaux pour se préparer à un afflux massif de militaires. Des pertes, c'est-à-dire des blessures, des égratignures, des commotions et ainsi de suite. Vers mars 2026, vous attendez une guerre à ce moment-là? Après tout, tout le monde s'y attend. Voilà, et ils ont dit, aux alentours de mars, les médecins ont informé ce que cela signifie. On suppose qu'il y aura des milliers de blessés. Donc, au ministère des Affaires étrangères, des rumeurs ont immédiatement circulé selon lesquelles Merkel voulait provoquer Poutine. Les propos de Macron, donc pas Merkel, Macron, de quoi je parle, veut provoquer Poutine. Les propos de Macron étaient différents de cette lettre. Il a dit « Nous voulons empêcher la confrontation et la guerre ». Et en même temps, son ministre envoie une lettre. Attendez-vous à plusieurs milliers de blessés. Bon, d'accord. C'est vrai, il a ajouté que Poutine est un ogre, vous vous souvenez de ce qu'est un ogre? Oui, qui, pour continuer à exister, doit tuer et dévorer ses victimes. Mais il n'y aura pas de guerre. Mais en même temps, on n'envoie que dans les hôpitaux que la guerre aura lieu en mars. La coalition des volontaires ou la coalition des bénévoles, on peut traduire ainsi, s'est réunie pour montrer à la Russie son front uni. Rédactrice aujourd'hui à Paris, la coalition des volontaires a négocié avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que 26 pays se sont engagés à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine après la guerre si un cessez-le-feu est atteint. Écoutez. Dans les prochains jours, nous allons finaliser le soutien américain à ces garanties de sécurité. Les États-Unis, comme je l'ai dit, ont participé à chaque étape. La Maison-Blanche affirme que M. Zelensky et M. Trump se sont déjà parlé au téléphone. Les responsables américains et européens parlent de sanctions secondaires qui affecteront les pays commerçants avec la Russie. Trump dit que l'Europe doit arrêter d'acheter du pétrole russe et exercer une pression économique sur la Chine. Isabelle vous expliquera le plan de l'Europe pour l'après-guerre depuis Paris. Le président Macron annonce que 26 pays font désormais partie de la coalition des volontaires, engagés à rester en Ukraine après l'accord. Cela est arrivé après la réunion de la coalition, certains membres en visioconférence, d'autres présents à Paris ce jeudi, ainsi qu'après un long appel avec le président Trump. Peu de détails ont été dévoilés sur la forme précise des garanties américaines, appelées backstop. Selon le président français, ces détails seront finalisés dans les prochains jours. L'essentiel, lors de cette intervention avec le président ukrainien, est que de plus en plus de pays promettent leur présence en Ukraine dès qu'un accord de paix sera trouvé. Pour l'instant, bien sûr, on n'a pas l'impression que la rencontre trilatérale que le président Trump espérait organiser avec les présidents ukrainiens et russes soit sur le point d'avoir lieu. Le président Macron appelle de nouveau le président russe à essayer de s'asseoir à la table des négociations. Ces garanties de sécurité, principalement examinées par ce groupe européen, sont en réalité destinées à montrer qu'ils prennent au sérieux les questions techniques qu'ils ont désormais discutées en détail, afin de permettre à l'Ukraine de maintenir sa stabilité et son indépendance. Mais il y a un problème simple. Qui va payer? Certaines sources estiment qu'il faut 83 000 soldats pour sécuriser cette ligne, d'autres au moins 120 000. Que sont ces soldats en état d'alerte entre les troupes ukrainiennes et russes? Suite. On dirait que l'Europe,
de Kirchip qui va envoyer des soldats, donner de l'argent et acheter des armes aux États-Unis pour poursuivre ou mettre fin à la guerre, dont Sisekta Akdan n'a en fait aucun argent. Je m'excuse de rire. Les États-Unis ont également accepté de fournir des renseignements d'espionnage. Certains affirment qu'une couverture aérienne sera assurée aux forces de maintien de la paix. Je soupçonne qu'en Amérique, ils savent que l'Europe ne pourra pas déployer de forces de maintien de la paix. Avec nous retrouvons Nick Payton Walsh. Nick, 26 pays ont accepté ces garanties. Que se passera-t-il concrètement et quel rôle pour les États-Unis? Lequel? Il y a énormément de choses que nous ne savons pas à ce sujet. Nous savons qu'il est psychologiquement important que des pays européens comme la France et probablement le Royaume-Uni annoncent le déploiement de troupes en Ukraine. La Russie a déjà rejeté cela comme principe, mais pour les Ukrainiens, alors, ce sont d'énormes puissances militaires européennes qui disent qu'en termes qu'elles vont les soutenir de manière concrète. La participation américaine, Donald Trump a affirmé ne pas vouloir envoyer de troupes sur place. Mais ils fourniront ce que les Européens appellent un soutien de secours. Cela inclut militaire, logistique, renseignement, soutien au sol et puissance aérienne. Donc si un accord de paix est conclu, ce qui, comme nous le voyons, est encore loin, il pourrait y avoir une sorte de gel le long de la ligne de front. Et les Américains pourraient potentiellement utiliser leurs importantes forces aériennes qui peuvent facilement défier la supériorité aérienne russe actuellement sur la ligne de front pour en fait geler le ciel afin d'arrêter les attaques nocturnes de drones et de missiles. Les médias ont évoqué la création d'une zone démilitarisée dans le Donbass, séparant les armées de 30 à 40 km le long de la ligne de front. En fait, c'est une distance que les drones peuvent parcourir actuellement. Zelensky a rejeté cela, affirmant qu'on demande en fait à l'Ukraine de reculer et d'avantager les Russes. Ce sont déjà les drones qui créent cette zone démilitarisée, appelée zone grise. Nous ignorons de nombreux détails, mais il est probable que des troupes européennes se soient présentes dans la capitale, voire à Dnipro. Ils évoquent la protection des ports, donc aussi Odessa, mais les verrez-vous en première ligne? Presque certainement non. Ils seront simplement un soutien psychologique pour les Ukrainiens, en disant que l'Europe et en fait l'OTAN vous soutiennent, mais qu'en réalité ils ne participent pas au combat? L'Europe est-elle enfin revenue sur la scène mondiale avec de nouvelles forces après presque 70-75 ans d'hibernation? Rappelons-nous, qu'est-ce qui a réellement rendu l'Europe grande? Pourquoi les Européens ont-ils conquis le monde? Il y a 1000 ans, ils étaient complètement impuissants, mais en 1914, ils avaient conquis 84% de la planète. Pourquoi sont-ils arrivés au sommet et pas les Chinois, Japonais, Ottomans ou Sud-Asiatiques, pourtant plus développés pendant des siècles? Cette question a intrigué les historiens et les chercheurs en sciences sociales, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante. Et cette question est importante, car le pouvoir de l'Europe déterminait qui avait des colonies, qui pratiquait la traite des esclaves, qui s'enrichissait et qui restait dans la pauvreté. Jared Diamond a suggéré que la domination de l'Europe s'explique par l'industrialisation et les maladies. Les Européens ont été les premiers à s'industrialiser, mais ils avaient déjà conquis 35% du monde avant même de commencer l'industrialisation. Alors, qu'est-ce qui a contribué au succès de l'Europe? Le leadership qu'ils ont pris dans le développement des technologies, des armes et des navires de guerre a été crucial, car cela leur a permis de conquérir le monde. Mais toutes les autres grandes civilisations d'Asie utilisaient la même technologie et se battaient avec des armes aussi souvent que les Européens. Ainsi, le leadership des Européens ne peut pas s'expliquer par le fait qu'ils menaient plus de guerres que les autres dirigeants de l'Eurasie. Les incitations politiques les poussaient non seulement à faire la guerre, mais aussi à y consacrer d'énormes sommes d'argent. Oui, ils construisaient aussi des palais, mais même Versailles n'a coûté à Louis XIV qu'environ 2% de ses revenus fiscaux. Tout le reste était consacré à la guerre. Les dirigeants dans d'autres parties de l'Eurasie étaient confrontés à des incitations tout à fait différentes, et ils ne pouvaient pas dépenser autant pour la guerre. Voilà pourquoi ils n'ont pas autant développé la poudre à canon que les Européens. Et pourquoi ont-ils été confrontés à des incitations politiques si différentes? La réponse découle du modèle économique, des incitations politiques
et des changements technologiques. Ce modèle a montré dans quelles conditions la technologie de la poudre à canon s'améliorerait. Et ces conditions existaient en Europe occidentale depuis le tout début, dès l'apparition des armes à feu. Cela n'était pas vrai ailleurs en Europe occidentale, raison pour laquelle les Européens de l'Ouest ont davantage développé la technologie de la poudre à canon. En Asie de l'Est, par exemple, la Chine était souvent la puissance dominante, et donc ses rivaux n'osaient pas la défier, ni la forcer à dépenser beaucoup pour la guerre. Et donc les Chinois n'ont finalement pas fait progresser la technologie de la poudre à canon aussi loin que les Européens. Maintenant, pourquoi les incitations politiques étaient-elles si différentes en Europe ? La réponse se trouve dans l'histoire politique de l'Europe. Après l'effondrement de l'Empire romain, l'Europe a connu une sorte d'anarchie, semblable à celle qui règne aujourd'hui dans des endroits comme l'Afghanistan ou la Somalie, une anarchie qui a duré des siècles. Cette anarchie n'a pas permis à une puissance dominante, comme la Chine, d'émerger en Europe. Elle a également entraîné la division de l'Europe en forces hostiles, qui se faisaient la guerre et dépensaient beaucoup pour les conflits. Tout aurait pu se passer différemment. Si, par exemple, les Mongols n'avaient pas envahi la Chine aurait pu être divisée en puissances hostiles. Et nous pourrions aujourd'hui nous demander pourquoi la Chine a conquis le monde en 1914. C'est intéressant. Le fait que l'Europe ne se soit pas unifiée comme la Chine et qu'elle ait constamment fait la guerre à l'intérieur de son continent a conduit au développement des technologies, à ce que les pays européens deviennent les meilleurs guerriers, je ne sais pas, pour ainsi dire, des tueurs, des conquérants dans le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'Europe s'est-elle essoufflée aujourd'hui ? Pourquoi ce tigre de papier, désormais rempli de souvenirs, comme l'Empire romain depuis longtemps disparu, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé si vite ? Écoutez, 3 générations, tout est passé. Pendant des siècles, l'Europe était vue comme un pilier de stabilité économique et regroupait des pays parmi les plus riches et développés. La puissance industrielle de l'Allemagne, le modèle social de la France et l'héritage culturel et économique de l'Italie ont façonné non seulement le continent, mais aussi la politique économique mondiale. Mais cette stabilité et sa prospérité se fissurent. Croissance stoppée, population vieillissante, productivité stagnante et investissement en baisse. Autrefois modèle, ces puissances stagnantes sont désormais à éviter. L'Allemagne ajuste sa stratégie industrielle, l'Italie affronte une stagnation durable et la France cherche à allier protection sociale et compétitivité. Nous avons traité ces histoires séparément, mais ensemble, elles révèlent un sens plus profond. L'histoire d'un continent confronté à des problèmes qui couvrent depuis des décennies, et de 3 grandes économies qui tentent, souvent sans succès, de se réinventer. L'Europe connaît stagnation, fragilité et lente perte d'une puissance jadis acquise. Et un lent déclin de son influence mondiale. Que s'est-il passé ? Pourquoi l'Europe, autrefois puissante et dynamique, s'est-elle ralentie ? Parce que l'Europe a principalement apporté la culture. Vivons en harmonie, et c'est tout. Tout ira à merveille. Je dirais que vous avez eu une enfance difficile, vous comprendrez aussitôt, nous cesserons de nous disputer et deviendrons amis, nous nous embrasserons passionnément. Les États-Unis, par hasard, assuraient encore la protection, et il n'était pas nécessaire de développer l'armée ou la technologie. Les pays coexistaient tout en restant séparés. L'agression n'était pas encouragée chez les enfants à l'école. Quand je dis ensemble ou séparément, je parle d'une union, en l'occurrence l'Union européenne. D'un autre côté, chaque pays avait, pour ainsi dire, son propre Premier ministre, son propre président, ses propres lois, ses propres droits, et ainsi de suite. C'est-à-dire beaucoup plus fragmenté que les États des États-Unis d'Amérique, même si, chez nous aussi, chaque État a en quelque sorte ses propres lois. Mais les États-Unis sont beaucoup plus homogènes que l'Europe. Dans les écoles, on apprenait aux enfants à ne pas répondre aux insultes et à la violence, c'est-à-dire à ne pas répondre par la violence, mais à chercher quelqu'un qui résoudrait ce problème pour eux. C'est-à-dire que les enfants ont perdu la capacité de résoudre les problèmes eux-mêmes. Il était interdit aux hommes d'exposer leurs règles. La testostérone, oui. Il fallait ressembler aux femmes et ne montrer aucune agressivité. Les enfants n'apprenaient pas à répondre à toute forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique.
L'idéologie culturelle de la société interdisait presque toute réponse à l'agression. Les hommes, en termes de force, de responsabilité, d'audace, avaient honte, sans doute, d'être ce qu'ils étaient. Ensuite, cela pouvait être n'importe quoi, autrement dit ce qui faisait de nous, nous et d'eux, eux. En réalité, je n'avais rien à voir avec ça. Mais cela faisait d'eux des conquérants, des envahisseurs, des propagateurs. La concurrence était supprimée à l'école, car le perdant recevait aussi une médaille et un prix. On prenait une partie du salaire des adultes qui produisaient en bien et beaucoup. Autrement dit, pour un produit bon et bon marché que tu produisais, tu étais puni. Et pour ceux qui ne savaient vraiment pas faire bien et bon marché et qui ne pouvaient pas gagner leur vie, on les récompensait par des subventions, des aumônes, y compris l'annulation de dettes. Autrement dit, quelqu'un qui gagnait de l'argent devait maintenant payer leurs dettes. Tout était fait pour que ce soit plus facile pour les gens, pour les Européens, et en 3 générations, ils en ont fait des amibes sans volonté, capables seulement d'égoïsme et d'égocentrisme. Eh bien, on a extirpé des Européens. Même pas extirpé, vous savez, comme quand on essore du linge, oui, on a pressé l'esprit. Les recherches du pionnier, du conquérant, et après le départ de ceux qui avaient encore cet esprit d'aventure, appelons-le ainsi, vers l'Amérique en Israël, même dans d'autres pays. Les gènes des Européens restants se sont dégénérés, et l'Europe a cessé de faire des enfants, d'inventer, de construire, de conquérir, d'améliorer, de rivaliser. Et pour que leur population vieillissante survive, ils ont commencé à faire venir des étrangers. Et ils ont eu des millions de musulmans noirs et moyen-orientaux qui sont agressifs et convoitent tout ce qu'ils voient autour d'eux. Pourquoi ces Européens paresseux ont-ils tout ça? Moi aussi j'en veux autant ou plus. Eux, ils ne font rien, alors que moi je travaille comme un fou, et je n'ai rien. Ils sont prêts à enfreindre la loi. Facilement. Pour atteindre, disons, un objectif. Ils sont pleins d'énergie et de colère, et cette colère vient de la ville. Il semble que cette chose, cette énergie que la ville donne, a disparu chez la plupart des habitants de l'Europe. Comprenons-nous bien la situation? C'est le déclin de la civilisation européenne, de la race, de l'homme blanc, de la culture judéo-chrétienne. Il ne reste que l'Amérique. Peut-être que nous avons une chance avec Trump. Israël qui ne peut pas non plus se battre, parce qu'il y a constamment la guerre. Ils vont tout couper, de la rivière à la mer, il ne restera plus un seul juif. Que tu le veuilles ou non, il faut cultiver la testostérone. Je prévois une division de l'Union européenne, à moins qu'elle ne soit infiltrée de l'intérieur par la Russie ou les musulmans. Et ils enverront les Danois mater les Italiens et les Allemands mater les Tchèques. Mais certains pays peuvent tenir bon. Des pays isolés. Mais je n'ai aucun doute que l'ancien monde est devenu un monde décrépit. Nous détruirons ce vieux monde jusqu'à la base, puis ce ne sera pas nous, mais eux-mêmes qui inviteront ceux qui le détruiront, leur propre pays. Vous savez quoi? Les empires s'effondrent toujours, de plus en plus, et encore plus. Il est clair que ceci aussi est un empire. Je comprends qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu des empires français, des empires belges, des empires néerlandais. Le dernier, elle était britannique. Mais ce sont quand même des empires européens, ou un immense empire européen. Elle a décliné. Les descendants des conquistadors cesseront de donner naissance. Ils deviendront probablement homosexuels, ou ils se couperont démonstrativement le sexe et le jetteront dans les toilettes. Voilà une telle mode qui pourrait apparaître. Je le prédis simplement, parce qu'ils ont déjà inventé tout le reste. Bon, d'accord, alors, sur ces pensées agréables, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, et à la prochaine.